Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Communication et civilisation. Collection dirigée par Nicolas Pelissier. La collection Communication et civilisation, créée en septembre 1996, s'est donné un double objectif. D'une part, promouvoir des recherches originales menées sur l'information et la communication en France, en publiant notamment les travaux de jeunes chercheurs dont les découvertes gagnent à connaître une diffusion plus large. D'autre part, valoriser les études portant sur l'internationalisation de la communication et ses interactions avec les cultures locales. Information et communication sont ici envisagées dans leur acception la plus large, celle qui motive le statut d'interdiscipline des sciences qui les étudient. Que l'on se réfère à l'anthropologie, aux technosciences, à la philosophie ou à l'histoire, il s'agit de révéler la très grande diversité de l'approche communicationnelle des phénomènes humains. Cependant, ni l'information ni la communication ne doivent être envisagées comme des objets autonomes et autosuffisants. Dernière parution. Laurent-Charles Boyhomoassala et Jean-François Tetu, Communication et modernité sociale, Question Nord-Sud, 2010. Lucienne Cornu, Parina Hassanali et Nicolas Pelissier, Information et nouvelles technologies en Méditerranée, 2010. Gloria Awad, Ontologie du journalisme, 2010. Marc Hiver, Adorno et les industries culturelles. Communication, musique et cinéma, 2010. Françoise Albertini et Nicolas Pelissier dire Les sciences de l'information et de la communication à la rencontre des Cultural Studies, 2009. Patrick Hamet, La parole à la télévision. Les dispositifs des talk-shows, 2009. RRINGOOT et JP Huttard, Les genres journalistiques, 2009. Agnès Bernard, Musée et portrait présidentiel. Les sens cachés, 2009. Sébastien GNVO, Le jeu à son ère numérique. Comprendre et analyser les jeux vidéo, 2009. David Buxton, vulgarisateur, essayiste, animateur. Intervention et engagement médiatique en France depuis les années 1980, 2009. Introduction générale, Audrey Alves et Maria Pourchet, Pensez les MEDIATIONS de l'écrivain. En décembre 2006, nous invitions les chercheurs de plusieurs disciplines à s'interroger sur l'ensemble des médiations, des avant-textes aux plus tardives épreuves de la reconnaissance médiatique, qui gouvernent, structurent et définissent autant le travail d'un écrivain que la formation de son identité d'auteur. La démarche s'inscrivait précisément dans l'axe scientifique privilégié par le Centre de recherche sur les médiations, CREMEA 3476, dont les travaux n'ont cessé d'éprouver la valeur théorique et empirique de la notion de médiation. Lors de la journée d'études, les médiations de l'auteur. Le cas de l'écrivain, qui s'est tenu à Metz le 7 décembre 2006, bien des communications ont constitué des enrichissements précieux à cette réflexion, signalant par leur qualité la nécessité de croiser les horizons disciplinaires. Le présent ouvrage rassemble ces contributions. Théoriquement, que signifie penser les médiations ? C'est admettre, en se séparant d'une stricte approche sémiotique, que les objets sont le résultat d'un processus constructif où s'élaborent continuum leur sens. C'est admettre par conséquent que la première condition à leur approche est l'exploration de ce processus plus ou moins souterrain, plus ou moins manifeste. Penser les médiations, c'est en somme accepter que le sens des choses n'est jamais un résultat spontané, immédiat, mais l'aboutissement d'un cheminement complexe. D'un tel postulat, cet ouvrage offre différentes appréciations, différentes reformulations vérifiées sur des cas d'études précis. Chacun des contributeurs a parcouru ce cheminement complexe, en a isolé un segment singulier, qui en s'attardant sur la promotion médiatique d'une œuvre, qui sur les brouillons d'une autre, qui sur la persona d'un auteur, qui sur telle opération éditoriale. Tous se sont arrêtés sur les différentes situations de communication, préparation, rédaction, promotion, édition, consécration, sur les opérations de médiation qui participent de l'existence et de la signification d'un objet ou d'une personnalité littéraire. Nous exprimerons plus loin une partie de la diversité des travaux rassemblés ici. Avant cela, peut-être pouvons-nous circonscrire le champ sémantique proposé à l'investigation par ce titre, Les médiations de l'écrivain, et rappeler, afin d'orienter les enjeux de ce livre, de quelle façon l'on peut accepter les deux notions articulées.
Les médiations. Dans sa plus large acception, la notion de médiation peut emprunter la périphrase suivante: construction intellectuelle, sensible, esthétique, discursive, représentation symbolique, organisant entre l'homme et le monde, imaginaire social, physique, des relations qui ne sauraient être immédiates. Ceci posé, conceptuellement, la médiation se donnerait comme un processus, un lien, et c'est bien ainsi que l'entreprend la plupart du temps notre discipline, soulignant plus que le signe tangible que constitue la médiation en première instance, un support médiatique par exemple, la relation complexe, le processus de circulation auquel elle renvoie en dernière instance. Certes, l'adjonction des termes de processus, de relation s'il l'éclaire un peu, n'apporte guère en pertinence à cette notion qui court encore le risque à ce stade, de se voir dégradée d'une foule d'obscurs synonymes allant de la négociation au dialogue, en passant par le lien, et que ne retient d'ailleurs aucune des contributions citées. Concrètement, comment envisager la matérialité des médiations ? Leurs formes sont par définition aussi nombreuses que le sont les situations de communication, mais l'on peut s'entendre ici sur une sorte de base typologique des grandes catégories de médiation. Font fonction de médiation les personnes ou acteurs, les institutions, médiatiques, culturelles, sociales, les objets et les supports de l'écriture, le discours en général qui compte des mots comme des images. De la notion d'auteur à la notion d'écrivain. La notion d'auteur, indiquant ici la classe identitaire à laquelle émarge l'écrivain, ne relève pas d'une catégorie sémantique moins ambiguë que la notion précédente. Cette ambiguïté reste souvent pensée dans des univers disciplinaires bien délimités, souvent exclusivement littéraires ou esthétiques. Il nous est apparu intéressant de soumettre au regard interdisciplinaire, qui caractérise autant les sciences de l'information que la manifestation scientifique dont cet ouvrage hérite, cette notion d'auteur qui s'avère être aussi un processus de création et de construction dans l'espace public. Ainsi considéré, il apparaît possible, nécessaire, de l'envisager à travers le filtre de la médiation. Le texte de Benoît Berthoud, que nous ne prendrons pas le risque de déflorer dans cette introduction, prend en charge l'impératif de définition et offre un préalable très intéressant à la lecture du recueil en visitant à la fois l'écart et l'extrême contiguïté qu'entretiennent les deux notions d'auteur et d'écrivain. Il évoque les médiations et au premier chef, l'imposture à travers laquelle l'écrivain, celui qui fait l'œuvre, s'élabore auteur, celui qui la fait valoir. Nous y reviendrons. De quelle manière la notion de médiation s'est articulée à celle d'auteur et d'écrivain ? Si elle fait l'objet, nous l'avons dit, d'une opération de justification dans certains articles, nous empruntons au départ la notion d'auteur à la littérature, en l'état perpétuellement flou et relatif dans lequel elle se trouve, tout en se voyant sans cesse démontée et réinventée. L'écrivain, originellement, désigne celui qui fait profession d'écriture et d'une manière générale, la qualité d'écrivain se construit par tous les agents du champ de l'auteur au lecteur lui-même. On l'aura compris en exergue, les contributions se proposent de comprendre, dès l'instant où s'intéresser à la médiation c'est s'intéresser au processus de construction du sens, comment s'élabore, se construit, se négocie le sens des opérations créatrices, promotionnelles et médiatiques, où l'écrivain de quelque manière que ce soit intervient. Il apparaît que l'écrivain peut être, dans la succession des étapes de son travail, saisi de deux façons différentes par l'exercice de la médiation. À travers les médiations précréatrices. Autrement dit, tout ce qui relève en amont du livre comme objet public, des choix opérés par l'écrivain, des conditions éditoriales, des matériaux témoignant des étapes de la création, carnets, notes, manuscrits et autres formes du prétexte, du rapport de l'auteur à sa propre production. À travers les médiations post-créatrices. Autrement dit les objets, personnes, discours, situations, télévision, salons, festivals, blogs, qui au sein de l'espace public et communicationnel, médient vers l'auteur ou vers le livre. À la lumière des pistes et notions exposées supra, les chercheurs participant au présent ouvrage ont été invités à se confronter, en fonction des acquis de leur propre recherche et des préférences de leur discipline d'appartenance, au champ de questionnement suivant. Dans quelle mesure l'observation de ces supports et processus de médiation nous renseigne-t-elle sur les modalités de l'écriture, éclaire la complexité des rapports de l'écrivain à son travail, mais aussi à la réception de celui-ci, à sa propre image ? Que nous disent ces constructions en aval, du sens de l'œuvre et de l'auteur, des représentations sociales du livre, de la littérature, de l'écriture, de l'écrivain aujourd'hui ? Placé, répétons-le,
sous le signe de la transdisciplinarité, les communications ont convoqué des approches tant sociologiques, la fonction de la médiation dans l'espace social, la médiation comme support des représentations collectives, qu'esthétiques ou linguistiques, des approches sémiopragmatiques, l'analyse des dispositifs de communication médiatique au sein desquels l'auteur est saisi, ou encore relevant de la génétique littéraire, la démarche de l'écrivain et les procédures préexistant à l'émergence de l'œuvre. Les contributeurs ayant évidemment privilégié certaines pistes sur d'autres, le texte final laisse apparaître 3 axes distincts qui constituent les 3 entrées de ce livre. L'octorialité, une médiation continue. Dans ce chapitre inaugural, il s'est agi, nous l'avons dit, de définir et de distinguer les notions angulaires d'écrivain et d'auteur. Prenant appui sur la figure du protéiforme Raymond Roussel, Benoît Berthoud invite à penser une possible relation entre les 2 notions, d'activité et de responsabilité. Comment et pourquoi s'immiscer dans l'espace qui sépare celui qui entend faire l'œuvre et celui qui a un rôle de faire valoir de cette même œuvre ? S'interroge-t-il. Au titre des procédures du faire-valoir, Solène Dupas évoque, à travers l'exemple de Paul Verlaine, celles qui permettent aux marginaux du champ littéraire d'organiser eux-mêmes la promotion de leurs écrits et de leurs personnages. Comme en réponse, François Provenzano analyse plus loin de quelle manière l'historiographie littéraire viendra, en dernière instance médiatrice, déconstruire et reformuler la vérité sur l'écrivain, que l'auteur avait cru pouvoir imposer en son temps. Les médiations précréatrices. Ce chapitre explore les cas où le matériau de travail rassemblé et élaboré par l'auteur constitue a posteriori une médiation, en ce sens qu'elle est l'expression émergée du processus de création. Comment s'élabore le jeu des médiations entre une pensée qui s'ordonne et l'organisation matérielle par laquelle elle choisit de s'exprimer? Quels sont les processus rédactionnels, les stratégies mises en œuvre par l'auteur dans son chantier d'écriture? Parmi les médiations matérielles qui participent au processus scriptuaire, Oriane de Séligny s'intéresse à de bien singuliers brouillons d'auteurs. Les marges numériques vers lesquelles se déportent les diaristes en ligne, et où se renouvelle sous une forme très contemporaine ce même rapport intime et subjectif à la page, à l'espace graphique, à l'écriture, exprimé par les plus académiques brouillons papier. Des marges bien distinctes et investies comme telles par les écrivains. On passera, avec l'article de Myriam Ponge, à ces espaces aménagés au cœur même du texte, zone de non-droit du roman où l'écrivain, en l'occurrence Chloé Delhomme, s'affranchissant des règles, s'il en est, de la production littéraire, rend délibérément explicite sa démarche de production. Ce deuxième temps de l'ouvrage interroge en outre la fonction médiatrice des éléments paratextuels. Milena Fusikova livre une étude de l'appareil de notes et des préfaces encadrant les textes de Patrick Chamoiseau. Il est, au même titre, l'occasion de mesurer l'implication des médiations éditoriales sur le positionnement public, sinon le contenu, d'une œuvre. Ainsi Suzanne Kovacs s'interroge-t-elle sur la fonction d'inventio que constitue l'intentionnalité des éditeurs. Les médiations post-créatrices. Ce 3e chapitre parcourt enfin les médiations qui aménagent pour les écrivains l'accès à la visibilité, qui gouvernent leur existence dans la sphère publique, et qui contribuent au-delà du travail de l'œuvre à leur assigner une position au sein du champ littéraire. La médiation est donc résolument envisagée ici, pour reprendre les termes de Sylvie Ducas dans ce volume, comme ce dispositif qui instaure une relation entre l'auteur et la sphère publique dans laquelle il s'inscrit. Elle engage aussi bien l'idée d'un espace de circulation, des objets, des discours, des usages, que celle d'un espace de sociabilité dans lequel prendre conscience de son appartenance collective et celle enfin un espace de représentation à la fois réelle et symbolique, personnelle ou collective, qui rendent possible la structuration du sujet écrivant. Ducas 258. Dans ce 3e et dernier mouvement, la médiation post-créatrice ainsi pensée connaît surtout 2 aspects, souvent étroitement liés, les procédures médiatiques et les procédures de consécration. Avec l'exemple de Salman Rushdie, Cécile Girardin se saisit d'un cas historique et fondateur pour comprendre l'autonomisation progressive d'un écrivain comme autorité littéraire et morale au sein du champ médiatique. Quant au phénomène de la consécration littéraire, il est éclairé ici par la réflexion de Sylvie Ducas, qui, relevant différents symptômes d'une crise de l'auteur, examine, chez les écrivains primés, la fabrique d'un discours octorial où se joue la définition de soi, où se justifient les postures et cherche à s'assurer les impostures.
Un examen de l'une des ultimes médiations de l'auteur, la tentative de redéfinition des écrivains par eux-mêmes juste après l'épreuve de la reconnaissance et juste avant l'histoire, ou l'oubli, conclura très à propos ce recueil. En définitive, les contributions considérées dans leur ensemble attestent d'un certain intérêt méthodologique. Envisager le phénomène créatif, et particulièrement la création littéraire, au travers de la notion de médiation, permet d'embrasser dans un même champ problématique une pluralité d'écrivains que leur appartenance historique, identitaire ou artistique aurait séparés les uns des autres. Patrick Chamoiseau, Chloé Delhomme, André Gide, Ismaël Kadaré, Alain Mabankou, Marcel Proust, Raymond Roussel, Salman Rushdie, David Salinger, Art Spiegelman, Paul Verlaine, Auguste Viat. Là où devrait régner un éclatement impropre à la composition d'un ouvrage circule un invariant théorique, la médiation qui, agissant comme un principe de cohérence, un système homogénéisant de corrélation, harmonise en discours la dispersion des énoncés. Quand les approches spécifiquement littéraires ont l'habitude de cloisonner l'analyse par siècle, par courant ou en fonction de leur référencement dans l'histoire des lettres, l'usage du concept de médiation se montre à même de révéler certains liens, homologies, similitudes souvent aussi fortuits qu'intéressants. Il établit peut-être en ceci une part de sa valeur heuristique. Si dégager ces ressemblances n'était pas l'enjeu principal de cet ouvrage, peut-être pourront-elles constituer à minima des curiosités ou au mieux, des pistes exploratoires pour une étude qui prendrait l'un de ses auteurs pour objet. Première partie, l'octorialité, une médiation continue. Chapitre 1, auteur contre écrivain. Le secret de Raymond Roussel, Benoît Berthoud. Auteur, écrivain, termes voisins, proches sémantiquement, toujours mentionnés dans leurs notices respectives afin d'expliciter les définitions qu'en donnent nos dictionnaires, et pourtant termes pas tout à fait synonymes lorsqu'ils relèvent de l'œuvre littéraire. Nous sommes face à une tension qui permet de formuler une question. Pourquoi l'écart existant entre deux termes que l'on a souvent tendance à confondre dans les faits lorsqu'ils sont liés à un même objet, le livre, ouvre-t-il en fait un espace dans lequel il est possible de s'inscrire ? Pourquoi et comment ce qui sépare l'auteur de l'écrivain devient-il le lieu d'une distinction engageant une conception de la littérature ? Telles sont les interrogations que je me propose de développer ici à travers, en premier lieu, une tentative de définition. Auteur et écrivain. Si l'on en croit la langue, la notion d'auteur semble être intimement liée à l'idée de responsabilité ainsi que l'indique la racine latine du terme auctor, celui qui se porte garant. L'auteur assume l'œuvre, la reconnaît comme sienne, affirme explicitement que celle-ci est de son fait et lui donne finalement son nom par l'intermédiaire de l'acte qui le fonde véritablement, la signature. Sa place sur la couverture d'un livre met clairement en évidence ce rôle. L'identité de l'auteur est souvent la première des mentions de responsabilité, c'est-à-dire de l'indication des acteurs de la publication, éditeurs, traducteurs, directeurs littéraires, et semble surplomber ces dernières. L'œuvre publiée est ainsi placée sous son haut patronage. Elle relève d'un nom qui a pour fonction de l'identifier, entend la cautionner et affirme s'y exprimer. La notion d'écrivain semble pour sa part intimement liée à une activité, l'écriture, ainsi que l'indique tout aussi clairement la racine latine du terme scriba, le scribe. L'écrivain élabore l'œuvre, manipule un matériau, une langue, constituée d'éléments, bâtons, chiffres et lettres pour reprendre chose commune à Raymond Queneau et Antonin Artaud, dont l'agencement est à même de produire un texte. Sans aller jusqu'à adhérer à des formules aussi fleuries que celle de Paolo Coelho qui, dans L'Alchimiste, définit l'écrivain comme le berger des mots, force est de constater avec Georges Ribemont de Seigne qu'il est un homme de langue comme d'autres sont Jean de Robe et d'autres d'épée, Queneau 1950/35. Plus que l'honneur, la capacité à répondre de ses actes, c'est donc le métier qui le caractérise pleinement et il est ainsi avant tout l'incarnation d'un savoir-faire, d'une habileté, d'une adresse toute linguistique. Entre ces deux définitions existe donc bien un écart, une distance qu'il y a lieu de penser. Auteur, celui qui porte l'œuvre, et écrivain, celui qui fait l'œuvre, forme d'un couple qui est loin d'être évident et qui, pour fonctionner, doit résoudre un épineux problème. Comment combiner responsabilité et activité, capacité à assumer le livre et à l'élaborer ? Ces opérations relèvent en effet d'efforts différents à bien des égards.
répondre de l'œuvre, être à même d'en faire l'objet d'un discours présentant ses modalités et finalités, et construire cette même œuvre, être à même de réaliser l'objet de ce possible discours, le texte. L'auteur-écrivain doit ainsi lier commentaire et création, tenter de passer outre une fracture que stigmatise André Vaillant en parlant de personne, pour désigner l'écrivain et de personnage, pour désigner l'auteur et en évoquant la tension existant entre le sujet de l'écriture et celui qui est chargé de le représenter au sein de l'institution littéraire. Vaillant, 1996/37. Auteur et écrivain sont ainsi les deux termes d'une relation problématique, comme l'a montré Ducasse Paes, 2003, et le montrera peut-être ici même Sylvie Ducas. Le chargé de mission auprès de l'institution, ne désire-t-il pas accéder à une reconnaissance, c'est-à-dire être un représenté plus qu'un représentant ? Ce que Vaillant nomme une scission entre auteur et écrivain consacre en effet le divorce entre l'être et le paraître, le dedans et le dehors de la littérature. Vaillant, 1996/38. L'être et le dedans ne sont que des éléments nécessaires mais non suffisants d'un dispositif littérature qui ne saurait se passer de paraître et de dehors. Prise en charge par un média, le livre, la création semble ne pouvoir se passer de représentation, et la couverture, élément portant le nom de l'auteur imprimé à part sur un autre papier que celui destiné au texte, puis emboîté sur la liasse portant l'œuvre, représente sans doute le seuil entre cet intérieur et extérieur de l'œuvre. Force est ainsi de constater que la distinction entre auteur et écrivain ouvre un espace ambigu, tenant du simulacre, usant de la séduction, où l'être voire l'art ne sont plus des évidences mais relèvent de l'apparence comme le montre Robert Pingot dans un texte visionnaire. Surgissant de l'ombre où s'enfonce l'écrivain, l'auteur est celui qui va la représenter aux yeux de la société. Invité à confesser son âge, ses goûts, ses idées ou ses mœurs, à s'expliquer sur ses intentions, à rencontrer son public, l'auteur prend à son tour la place du texte, comme si le texte avait besoin de lui pour parler. Pingot, 1977/77. La relation que nous évoquions plus haute est donc avant tout succession dans l'espace et le temps propre à la chaîne du livre, passage de l'élaboration d'un texte à la conception de texte autour, paratexte, pour reprendre le mot de Gérard Genette, de ce texte premier. La création mène à une confession, l'écriture doit relever d'intention. Il y a bien là deux discours, voire deux arts, poétique et rhétorique, qui se complètent et se pénètrent afin de livrer un mode d'emploi, grille de lecture et d'usage de la chose muette, qu'est le texte littéraire. Vérité, métier, finalité, tout distingue ainsi l'auteur de l'écrivain et si ce premier est homme de langue, c'est par le biais de l'organe duquel il se doit d'user pour faire publicité, et André Vaillant a ainsi bien raison de déclarer définitivement révolues les positions d'un Sainte-Beuve qui proposait de confondre en une même entité ces deux protagonistes du livre. Ceci nous invite au contraire à penser leurs possibles relations à travers de nouvelles interrogations. Quelles relations sont à même d'exister entre ces notions d'activité et de responsabilité ? Comment et pourquoi s'immiscer dans l'espace qui sépare celui qui entend faire l'œuvre et celui qui a un rôle de faire valoir de cette même œuvre ? Un espace pour l'imposture. Telles sont en effet les questions que posent selon moi certaines œuvres littéraires du XXe et XXIe siècle, qui semblent toutes vouloir redéfinir le personnage de l'auteur à l'aune de la personne de l'écrivain, pour reprendre les termes d'André Vaillant. Si tel semble être l'objectif avoué de Raymond Queneau, de Georges Perec, de l'Ouvroir de littérature potentielle et plus récemment, de Chloé Delhomme, il semble que la plus spectaculaire tentative pour agir de la sorte soit l'œuvre de Raymond Roussel. Signataire de plusieurs ouvrages notamment Impressions d'Afrique et Locus Solus, qui ne connurent absolument aucun succès, dramaturge polémique dont les pièces déclenchèrent nombre de bagarres entre ses partisans et ses opposants, rendu célèbre par le fameux « Nous sommes la claque et vous êtes la joue » de Robert Desnos, Raymond Roussel incarne à la perfection l'écrivain incompris. Encensé par nombre de ses contemporains parmi les plus illustres, Marcel Duchamp le qualifiait de maître absolu. Il ne parvint pourtant jamais à se faire une place dans le paysage littéraire de l'époque. Force est de constater que cette trajectoire solitaire relève pleinement du problème qui nous intéresse, Raymond Roussel s'étant constitué ce qu'André Vaillant appelle un personnage. Se présentant comme un auteur volontiers fantaisiste, révérant une forme de dandysme matiné d'exotisme, il appréciait les mondanités et fort de sa réputation d'original et du parfum de scandale qui entourait ses œuvres, aimait à fréquenter ses pairs mieux nantis, Marcel Proust et Jules Verne notamment. Prenant acte de son chronique insuccès parisien,
Roussel choisit ensuite l'aventure et circula jusqu'en Asie mineure à bord d'une Rolls-Royce transformée en roulotte par un carrossier et un décorateur. Disposant d'un cabinet de toilette, d'un salon avec lit escamotable, d'une cuisinière, d'un bar et d'un secrétaire amovible, il prétendait disposer d'un confortable et performant moyen de sillonner le monde à la recherche d'impressions et autres poussières de soleil. Serait-ce grâce à semblables machines qu'il a découvert, voire acquis, les incroyables objets qui peuplent l'Ocus Solus, l'inénarrable propriété de Martial Cantrell, tels le Fédéral, statue africaine aux étranges pouvoirs, ou la Demoiselle, machine à arracher les dents puis à constituer des fresques en assemblant celles-ci. On lui prête en tout cas l'art de réunir vigueur de l'imagination et sens de l'observation jusqu'à ce que paraisse, en 1933 et à titre posthume, un court texte intitulé « Comment j'ai écrit certains de mes livres » dans lequel Roussel expose les principes d'écriture de plusieurs de ses œuvres. Je choisissais 2 mots presque semblables, faisant penser au métagramme. Par exemple, billard et pillard. Puis, j'y ajoutais des mots pareils mais pris dans 2 sens différents, et j'obtenais ainsi 2 phrases presque identiques. Roussel 1933/11. À l'aide de ces 2 phrases, il s'agissait d'écrire un conte pouvant commencer par la première et finir par la seconde, Roussel 1933/12. User du semblable et pareil linguistique afin d'exploiter le différent. Tel pourrait être résumé le jeu qui consiste à composer l'incipit et l'excipit à partir des mots susnommés et des termes lettres, au sens de signes typographiques et de messages, blanc, au sens de craie et d'homme blanc ou bande, au sens de bordure et de horde. Les 2 extrémités du conte seront ainsi constituées de 2 phrases. Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard, c'est-à-dire les signes tracés à la craie sur les bordures d'un billard, et les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard, c'est-à-dire les messages de l'homme blanc où il est question de la horde dirigée par un pillard, circonscrivant un espace tout entier consacré au pouvoir de l'équivoque. Il s'agit en effet de progresser du billard à la horde selon une méthode stricte. Prendre le mot dans un sens autre que celui qui se présentait tout d'abord, et cela me fournissait une création de plus, Roussel 1933/13. Tel est le mode d'emploi de cette littérature et l'Ocus Solus relève tout entier de cette création de plus. Il est somme, agencement, amas d'énoncés organisés en livres par le fait de mots, dont le sens saute à un autre sens, Léris 1966/69. La création ne relève plus d'un singulier mais bel et bien d'un pluriel, attrait à la trouvaille et l'ingéniosité, est fonction de l'exploitation d'un matériau linguistique dont les propriétés ne se réduisent pas à la seule utilité. En ce sens, Michel Léris est bien le fils littéraire de son ami et aîné Roussel, notamment lorsqu'il écrit « Ne pas me contenter d'user des mots comme de pierre dont l'assemblage prendra sens selon des voix sensibles, mais me porter à l'écoute de ces éléments eux-mêmes, leur donner loisir de me parler. » Léris 1985/99 100. La méthode de Raymond Roussel, ce procédé parent de la rime, car dans les 2 cas, il y a création imprévue due à des combinaisons phoniques. Roussel 1933/23, s'inscrit pleinement dans semblable loisir. Relevant clairement d'une volonté de laisser les mots parler et de capter leurs multiples voix, il préfigure ainsi les travaux de Raymond Queneau, de Georges Perec et de l'ouvroir de littérature potentielle. Mais l'originalité de cette invention littéraire ne s'arrête pas là, et une question se pose. Pourquoi souhaiter révéler seulement à titre posthume l'existence de semblables machineries et confier à ses légataires, quelques surréalistes de la première heure et Edmond Jaloux, le soin de veiller à la publication de Comment j'ai écrit certains de mes livres? Pourquoi semblable volonté de tenir secret durant toute sa vie d'auteur les principes de sa poésis, et taire ce qui dans ses écrits relève de l'invention et d'une machine à écrire? Il y a bien là une énigme qui distingue Raymond Roussel d'écrivains adoptant des méthodes semblables, à l'instar des surréalistes qui firent de leurs trouvailles de précis exposés, notamment dans le premier manifeste où les règles de l'écriture automatique, mère de champs magnétiques, sont longuement exposées, ou de Georges Perec qui a largement communiqué sur le procédé d'écriture de son incroyable roman La vie mode d'emploi, allant jusqu'à le publier dans ses espèces d'espace, Perec 1974. La vérité de l'écriture. Pourquoi ne pas faire de même et tourner ainsi le dos aux usages de ses contemporains et de son successeur? Pourquoi choisir le secret là où d'autres choisissent l'exposition de procédés voisins? Nous sommes ici face à une vraie question, voire en plein mystère, ainsi que le souligne Michel Foucault dans l'essai qu'il consacre à Roussel,
Le comment inscrit par Roussel en tête de son œuvre dernière nous introduit non seulement au secret de son langage, mais au secret de son rapport avec un tel secret, non pour nous y guider, mais pour nous laisser au contraire désarmés. Foucault 1963/9. Stupéfait, dubitatif, interloqué, tels furent sans doute en effet les états du lecteur partisan de Roussel qui découvre après coup la teneur et l'étendue d'une cachotterie qui prend toutes les allures d'une supercherie. Car c'est presque en passant sur le ton de la conversation, de façon presque perfide, que Roussel se contente de signaler dans son testament littéraire qu'il n'est pas ce qu'il prétendait être. De tous ses voyages, je n'ai jamais rien tiré pour mes livres. Il m'a paru que la chose méritait d'être signalée tant elle montrait clairement que chez moi l'imagination est tout. Roussel 1933/27. Les impressions d'Afrique ne proviennent pas d'Afrique et l'ocus solus n'a pas débouché sur l'invention de la Rolls-Roulotte, excentrique moyen de captation des poussières de soleil. En fait d'observation, c'est une imagination qui est ici à l'œuvre, une faculté qui prétend éradiquer tout lien avec la réalité. Rien n'est vrai, rien ne relève du fait. L'invention se déploie, comme le note Foucault, tout à la fois dans la langue de l'écrivain, à travers ces mots empreints d'une ambiguïté qu'il faut cultiver bien plus que redouter, et dans la langue de l'auteur, à travers le personnage, chargé de représenter aux yeux de la société l'œuvre ainsi élaborée. L'imagination est tout, et surtout et partout, pourrions-nous ajouter. Personne et personnage, représenté et représentant, sont tous deux créations d'un ingénieux artiste qui semble vouloir ainsi repenser leur rapport ambigu. En effet, le procédé et cette supercherie permettent de faire fi du dispositif esquissé par Robert Pingot. L'auteur ne surgit pas de l'ombre, ne relaye pas le sujet de l'écriture pour le représenter, ne répond pas aux réquisites d'un ordre imposé par la chaîne du livre et correspondant aux besoins d'une publicité. Il y a clairement rupture du lien qui unit écrivain et auteur. Ce dernier déroge à ses prérogatives, ne cherche aucunement à communiquer le mode d'emploi de l'œuvre, mais semble au contraire avoir pour mission d'occulter l'existence d'un quelconque procédé. L'aventurier dandy et l'artisan appliqué ne collaborent pas dans les faits. Les grands espaces du premier ne reflètent pas la table de travail où le second aimait à cultiver des sens autres plutôt que des sens premiers. Tous deux vivent séparés, n'entretiennent pas de rapport, ne sont même pas déguisés. L'auteur possède une vie propre, est un pur personnage, celui d'un excentrique mondain qui reçut dans sa Rolls la visite d'un pape intrigué par sa crise de gloire et de lumière. Roussel 1933/130. De l'ombre ou plutôt d'outre-tombe, c'est l'écrivain qui surgit, l'homme de langue, cher à Raymond Queneau qui apparaît à travers un écrit portant sur ses écrits. Comment j'ai écrit certains de mes livres se contentent en effet d'exposer des outils de travail. Le tout est aussi froid qu'une note de service et il n'y est question que d'une trouvaille, de méthode et d'ingéniosité. Je me suis toujours proposé d'expliquer de quelle façon j'avais écrit certains de mes livres. Roussel, 1933/11. Rien dans ce court texte ne relève de l'auteur, rien ne dénote la volonté de s'expliquer sur ses intentions. Et on n'y trouve nulle exposition des raisons du secret, pourtant prémédité puisque depuis toujours pensé, entourant le procédé. Encore moins de plaidoyer en faveur du mensonge tel que Frédéric Nietzsche sut naguère les penser. Pas plus de théorie de la littérature, de son état, de son devenir ou même de son intérêt. Cet écrit prend le parti de l'atelier d'écriture et pervertit la relation des deux acteurs du livre. Mort de l'auteur, naissance de l'écrivain. Est-ce là la leçon de cette publication post-mortem ? Il y a plus sans doute pour les vivants qui restent, pour les lecteurs qui reçoivent ce comment fort bien dissimulé. Pour eux, pour nous, la perspective change et il nous faut, face à ces livres et aux livres, adopter une toute autre position. L'espace du clair-obscur qu'évoque Robert Pingot, le dispositif de relais de l'écrivain par l'auteur, est clairement mis en doute et sciemment débouté. Mascarade il y a, canotier, petite moustache et soignés nœuds papillons sont de vrais instruments, mais cette manœuvre posthume ne se réduit pas à cela. Elle ouvre un espace confus où plus rien ne peut être cru et surtout pas cet auteur qui ne relève pas de l'œuvre mais devient créature au même titre que les créations qu'il dit vouloir expliciter. Ce n'est pas un représentant, juste le personnage d'une représentation, celle d'une littérature qui ne veut s'expliquer qu'après coup et fait de la dissimulation un véritable savoir-faire. Un livre est-il affaire de vérité ? Telle est bien la question qu'il contribue à poser et à laquelle il entend sans doute nous voir répondre non. Car lui, ce menteur, nous ne saurions plus le croire, ainsi que le note de façon fort pertinente Foucault. Comment j'ai écrit certains de mes livres est après tout l'un de ces livres.
le texte du secret dévoilé n'a-t-il pas le sien, mis à jour et masqué à la fois par la lumière qu'il porte aux autres? Foucault 1963/13. Ce livre dernier est en effet un livre, signé par un auteur qui s'y explique finalement quant à ses procédés. Pourquoi ne serait-il pas lui aussi mensonger? Pourquoi croire naïvement que celui qui n'a fait que nous berner nous livre soudainement toute la vérité? Il y a en effet lieu de se méfier, et si Roussel nous lègue un héritage, celui-ci consiste en un soupçon, une méfiance envers ce qui semble pourtant aller de soi. Propager le doute, l'étendre par omission concertée là où il n'avait pas de raison d'être, l'insinuer dans ce qui doit en être protégé, et le planter jusque dans le sol ferme où lui-même s'enracine. Foucault 1963/13. Méfiance de la littérature. On voit bel et bien l'objectif de tout le dispositif, et le secret de Raymond Roussel prend une autre portée. À travers l'omission, le secret et sa révélation, disparaît toute possibilité d'une rencontre confiante et pleinement acceptée entre auteur et lecteur. Le livre n'est plus le relais d'un respect entre les deux parties, et semble relever d'une autre conception de l'espace littéraire que celle que développe par exemple Jean-Paul Sartre dans Qu'est-ce que la littérature? La lecture est un pacte de générosité entre l'auteur et le lecteur. Chacun fait confiance à l'autre, chacun compte sur l'autre, exige de l'autre autant qu'il exige de lui-même. Car cette confiance est elle-même générosité. Nul ne peut obliger l'auteur à croire que son lecteur usera de sa liberté. Nul ne peut obliger le lecteur à croire que l'auteur a usé de la sienne. Sartre 1948/54. Foin de pacte et de générosité, avec le procédé, ceux-ci sont renvoyés à une naïveté, à un art qui pense devoir tout avouer. Là où tout serait confiance naît soudain de la méfiance. L'auteur n'a pas été loyal envers son lecteur, ne lui a pas tout dit, et n'a nullement usé d'une quelconque liberté, puisqu'il fut contraint, pour reprendre le terme cher aux Oulipiens, à subordonner narration et construction à la rigueur d'une machine à écrire. Ces impressions d'Afrique ne sont aucunement affaire de responsabilité, ne relèvent pas des exigés et obligés qu'évoque Jean-Paul Sartre, mais sont bel et bien affaire d'activité. Ce qui y est à l'œuvre, ce n'est aucunement une recherche de la vérité. Sartre 1948/18, mais des recherches d'ambiguïté, l'exploitation des possibilités que recèle tout vocable et toute langue, et si exigence il y a, celle-ci réside seulement dans l'usage d'un lexique donné et dans L', exploration des créations qu'il permet d'imaginer. Entre auteur et lecteur, c'est donc un troisième personnage qui se permet d'apparaître avec le procédé. C'est l'écrivain lui-même, celui pour qui les mots sont le seul matériau, qui s'invite dans l'espace de ce pacte et entend le pervertir. Effectivement, c'est bien à lui et lui seul que nous pouvons au final accorder une confiance et nous confier sans crainte. Il ne relève pas d'intention ou d'une institution, et tout ce qu'il affirme et dit peut être pleinement vérifié. Que la doublure commence par un billard et finisse par un pillard, que Bande se retrouve dans les deux phrases, que Palmier mène à deux idées. Cela seul est fondé et la lecture est à même de pleinement le certifier. Dans cette littérature qui se réduit à des équations de faits, Roussel 1933/23, seule l'activité et non la responsabilité, circonscrit ce que nous pouvons entendre par vérité et appréhender comme pleine certitude. Les mots ne sauraient mentir. Telle est peut-être la paradoxale leçon d'une œuvre qui repose avant tout sur des ambiguïtés et s'écarte des formes de sincérité ou d'authenticité qui sont au cœur du pacte de Jean-Paul Sartre. En ce sens, le procédé remplit bien son office et parvient à inscrire la littérature dans un espace qui n'est plus empreint de moralité. Droiture, franchise ou honnêteté ne sont pas ici le problème car le secret de Roussel est avant tout le garant d'un objet, le texte, qui est le grand sacrifié de cet accouplement entre auteur et lecteur. Leur lien éclipse en effet toute considération quant au langage et aux constructions qu'il permet pourtant d'échafauder. L'œuvre constitue en fait un dispositif de communication et Sartre est on ne peut plus clair sur ce point. Le sens n'est plus contenu dans les mots puisque c'est lui, au contraire, qui permet de comprendre la signification de chacun d'eux, et l'objet littéraire, quoi qu'il se réalise à travers le langage, n'est jamais donné dans le langage. Sartre 1948/5051. À travers le langage, l'expression est on ne peut plus explicite. La langue est un simple vecteur, l'instrument d'une communication et de la mise en relation de deux acteurs du livre. Elle n'a pas d'intérêt en soi, est au service de ce qu'auteur et lecteur sont à même de partager. Sartre va jusqu'à dire que le mot passe à travers notre regard comme le verre au travers du soleil. Sartre 1948/26.
de négligeable, le langage devient en fin de compte transparent. C'est bien cette sotte idée que le procédé entend revisiter en nous plaçant dans une situation radicalement différente. Si pour Sartre, le sens n'est plus contenu dans les mots, il va de soi que pour Roussel, c'est l'inverse puisque les mots ont plusieurs sens, sont à la fois des arbres et des gâteaux, et que c'est ce fait qu'il s'agit d'exploiter. Le sens du livre, ses directions et significations, est lui-même produit par les multiples significations qui se proposent à l'esprit et la plume, par le simple fait fondamental dans le langage, qu'il y a moins de vocables qui désignent que de choses à désigner. Foucault 1963/22. Comment concevez-vous l'œuvre ? En auteur, personnage, empreint de responsabilité qui s'adresse à des êtres responsables, ses lecteurs ? En écrivain, personne déterminée par une activité et dont le travail est fonction des mots qu'il se propose d'employer ? Telle pourrait être résumée cette belle antinomie, qui débouche sur deux positions fortes différentes quant au matériau, le langage, avec lequel il s'agit dans les deux cas d'opérer. Le silence qu'évoque Sartre le montre parfaitement. Le silence de l'auteur est subjectif et antérieur au langage, c'est l'absence de mots, le silence indifférencié est vécu de l'inspiration que la parole particularisera ensuite. Sartre 1948/51. Le silence de Roussel est évidemment tout autre. Il n'y a pas absence de mots, mais absolue présence, de billard et de pillard. Il n'a rien de subjectif, mais relève d'objets linguistiques. Il n'est pas indifférencié, mais pleinement déterminé et n'a pas trait à une inspiration mais à un ensemble de significations qu'il s'agit d'exploiter selon le procédé. Pensez un espace pour l'écrivain. Nous comprenons maintenant toute l'étendue, tout l'intérêt du silence souhaité, voulu et programmé. Ne pas dévoiler le procédé, c'est avant tout ne pas jouer le jeu de l'auteur, ne pas affirmer que les mots relèvent de quelque chose qui serait antérieur au langage et qui les précéderait. À l'inverse, c'est depuis ce langage qu'il s'agit d'opérer et il est impossible de considérer les mots comme de simples pistolets chargés. Si l'écrivain parle, il tire. Il peut se taire mais puisqu'il a choisi de tirer, il faut que ce soit comme un homme en visant des cibles et non comme un enfant au hasard, en fermant les yeux et pour le seul plaisir d'entendre des détonations. Sartre 1948/29. À en croire ces lignes, le texte relève du projectile et la littérature d'une simple balistique. Crosse et cible seraient les deux extrémités d'une trajectoire constituée d'un langage pensé en termes d'impact et de communication. Rien de tel chez Roussel qui semble par contre cultiver le plaisir d'entendre des détonations. Le mot n'est pas un projectile mais s'apparente à la fusée d'artifice, au pétard qui crépite quelque temps puis explose soudainement en répandant de tous côtés des gerbes de lumière et de matière enflammée. L'œuvre ne connaît pas la ligne droite mais part dans tous les sens, progresse par sauts et bonds, se construit par le fait de nombreuses déflagrations ainsi que le montre Foucault. Il s'agit à l'intérieur du mot, de faire jaillir des éléments d'identité comme autant de minuscules paillettes qui seraient replongées aussitôt dans un autre bloc verbal, qui se doit d'absorber le volume couvert par l'explosion secrète des mots. Foucault 1963/58. On retrouve dans ces lignes tout le savoir-faire de l'artificier et non de l'artilleur. Prévoir l'éclatement, penser la désintégration, sélectionner l'explosif pour ses qualités esthétiques et non plus balistiques. Rien ici qui soit antérieur au langage, tout lui est postérieur puisqu'il s'agit de créer à partir de ces nombreuses explosions et de tirer parti de sa désagrégation. Le problème est tout autre que chez Sartre et pourrait ainsi se résumer. Comment faire avancer ce travail de saboteur, comment dynamiter plus encore le cours d'un discours, celui de la parole de l'auteur ? Comment j'ai écrit certains de mes livres œuvrent effectivement en ce sens et se fait le vecteur de semblables volontés. Ce procédé, il me semble qu'il est de mon devoir de le révéler, car j'ai l'impression que des écrivains de l'avenir pourraient peut-être l'exploiter avec fruit. Roussel 1933/11. Cette publication, ce secret révélé, semble ainsi désirer perpétuer et inscrire dans le temps le travail d'un écrivain malheureusement conçu comme un représenté. C'est bien un testament, un legs à la littérature dont nous parlons ici. Et ce livre si étrange, pensé depuis l'enfance et publié post-mortem, possède effectivement semblable faculté. Il représente un dispositif conçu pour propager le savoir-faire de semblables artificiers et ouvrir une autre brèche dans l'édifice du livre et notamment de sa propriété. En effet, et ce n'est pas la moindre des subversions, le droit d'auteur ne protège que partiellement cet ouvrage dernier. Au terme de la loi,
le contenu de comment j'ai écrit certains de mes livres ne peut être reproduit sans autorisation, ne peut être plagié sous peine d'être attaqué et ne peut être cité que dans des conditions clairement définies. Il s'agit donc d'un livre comme tous les autres ou presque. Pas tout à fait toutefois car celui-ci présente une particularité. Légalement, rien ne saurait empêcher d'utiliser le procédé révélé, de s'en emparer afin de mener à bien des entreprises comparables à celles des impressions d'Afrique. Le droit d'auteur protège en effet le fait. C'est l'œuvre, l'objet produit, signé, assumé par une personne morale, qui devient propriété et qui ne saurait être emprunté en toute impunité. Mais ce même droit ne s'étend pas à ce qu'une œuvre quelle qu'elle soit peut permettre de créer et de penser. C'est un autre dispositif, le brevet, qui est à même d'instituer semblable protection. Celui-ci porte en effet sur toutes sortes d'inventions et légifère sur leurs exploitations durant un temps décidé par la loi. C'est l'utilisation, et non la publication, qui est au centre de semblables dispositifs et qu'il s'agit ici de soigneusement encadrer. Nul doute que l'œuvre dernière dont nous traitons ici relève de semblables régimes, et il suffit pour nous en persuader de remplacer billard et pillard par d'autres métagrammes, boule et poule, ou encore bain et pain, puis d'appliquer les méthodes exposées, nous parviendrons non sans peine à mettre au point un texte. Interdire la reproduction, permettre l'utilisation. Voilà donc résumé la marginale position d'un texte et de ceux qui à sa suite adoptent semblable parti pris. Le cahier des charges de la vie mode d'emploi publié chez Ulma, les contraintes chères aux Oulipiens et parfois diffusées sur leur site internet. Autant de choses qui semblent tendre les bras aux écrivains de tous bords et leur sont accessibles. Le terme qu'utilise Roussel est en ce sens visionnaire, et il s'agit bien de permettre d'exploiter ces textes qui se soucient avant tout de transmettre méthodes et procédures, de communiquer règles et ingéniosité dignes du procédé. Fournir des formes au bon usage qu'on peut faire de la littérature, tel semble bel et bien être l'objectif de ces œuvres qui, dans l'esprit de Queneau et de Loulipo, ne sauraient être protégées. Nous appelons littérature potentielle la recherche de structures nouvelles et qui pourront être utilisées par les écrivains de la façon qui leur plaira. Oulipo 1973/33. Ces textes pour écrivains, ces structures s'adressant à une activité, semblent ainsi court-circuiter le livre et son dispositif légal. Relevant de la propriété industrielle et non intellectuelle, ils font fi de l'auteur et de l'éditeur au nom du droit qu'a l'inventeur de céder librement l'usage de ce qu'il a pu penser. Servant la création, stimulant l'écriture, ils ouvrent ainsi une brèche dans l'idée même de l'œuvre. Elle relève de l'unique, de l'objet qui ne saurait avoir d'équivalent et qui peut en conséquence, et du fait de sa rareté, faire l'objet d'un droit d'auteur et d'une propriété. Le procédé ne rentre pas dans ce cadre étriqué, il relève du multiple, de la multitude d'objets qu'il permet d'élaborer et qui peuvent en conséquence, et du fait de leur abondance, encourager à explorer les possibilités qu'offre une activité, l'écriture. Bibliographie. DUCASSPAESS, prix littéraire créé par les médias. Pour une nouvelle voie d'accès à la consécration littéraire? Réseau 117-2003, pp 48 à 83. Dumas Monsieur C, quelques instantanés surréalistes, textuels 22, 1989, pp 91 à 99. Foucault Monsieur Raymond Roussel, Paris Gallimard, Col. Folio Essai, 1963, 1992. Genette G. Seuil Paris Édition du Seuil, Col. Points Essai, 1987. Léris Monsieur, Comment j'ai écrit certains de mes livres, 1966, pp 68 à 71, in Monsieur Léris, Brisé, Paris Gallimard, Col. Folio Essai, 1992. Léris Monsieur Langage Tangage, Paris Gallimard, Col. L'imaginaire, 1985, 1995. Oulipo La littérature potentielle, Paris Gallimard, Col. Folio Essai, 1973. Pérec G. L'immeuble. Projet de roman, Inge Pérec Espèce d'espace Paris Galilée, 1974-2000, pp 79 à 89. Pingoer, La non-fonction de l'écrivain L'Arc, 70-1977, pp 74 à 79. Quenoer Bâton chiffres et lettres Paris Gallimard, Col. Folio Essai, 1950-1994. Roussel R. Comment j'ai écrit certains de mes livres Paris Gallimard, Col. L'imaginaire, 1933-1995. Sartre J.P.,
précédemment paru dans Situation 2, Qu'est-ce que la littérature, Paris Gallimard, Col. Folio Essai, 1948-1985. Vaillant A, Entre personne et personnage. Le dilemme de l'auteur moderne, Inge Chamara, à Goulet, dire. L'auteur, Caen, Presse universitaire de Caen, 1996, pp 37 à 49. Chapitre 2, Enquête d'une publicité compétente, les médiations de l'auteur dans Les Poètes maudits, de Paul Verlaine, Solène Dupas. Au début du XIXe siècle, les auteurs de la bohème romantique prétendent avant tout se définir à travers la singularité de leur existence et l'originalité de leur œuvre. Mais à mesure que les conditions de la production culturelle évoluent, ils se trouvent confrontés à de nouvelles formes et de nouveaux enjeux médiatiques. À la fin du siècle, la bohème n'est plus tant une forme de retrait de la vie courante au nom de l'art ou de l'expérience, qu'un mode de publicité, Segel 1991/213. L'une des caractéristiques de cette institutionnalisation de la bohème consiste par exemple à transformer ces nombreux cénacles en rampes de lancement pour les artistes non reconnus. Ainsi la Fondation du Chat Noir dirigée par Rodolphe Saly ou les Hydropathes d'Émile Goudot associent un lieu d'expression, café ou cabaret, et un journal, les deux se faisant une publicité réciproque. La revue L'Hydropathe, qui paraît de janvier 1879 au printemps 1880, publie des artistes connus aux côtés d'auteurs inconnus pour assurer la reconnaissance de ces derniers. À sa suite, la revue du Chat Noir assume largement son objectif commercial et publicitaire. Or, Verlaine s'avère tout à fait conscient du rôle que ces nouvelles médiations jouent dans l'élaboration de la figure d'un auteur, en aval de sa vie et de ses textes. Il convient d'aborder de manière nuancée les préjugés souvent véhiculés à propos de sa passivité et sa faiblesse prétendue. En effet, il a largement contribué à l'élaboration de sa figure de pauvre air pour consolider sa reconnaissance dans le monde des lettres. Sa correspondance avec l'éditeur Léon Vanier témoigne par exemple de son intérêt pour la réclame. Le 17 juin 1887, il interroge ainsi son collaborateur. Quant à la publicité, qu'avons-nous de près ? Verlaine 1960/1238. Et dès le mois de juillet suivant, il évoque avec lui l'étude que Jules Lemaître est sur le point de lui consacrer. Ce sera un petit coup de commerce, Verlaine 1960/1242. Il sait le rôle essentiel que la critique joue désormais en termes de publicité littéraire. Dans Les Poètes maudits, il s'essaie justement à cet exercice critique. Il n'entend plus seulement parler de lui-même, c'est seulement dans la seconde série qu'il aborde sa vie et son œuvre, mais bien asseoir sa réputation sur ses qualités d'exégète. Pour ce faire, il choisit de travailler avec des éditeurs inscrits dans les cadres de l'institution bohème. De fait, le choix d'un éditeur engage déjà une stratégie. Être édité ici plutôt que là, chez Calman-Lévy plutôt que chez Charpentier, chez Vanier et non chez Lemaire, etc., ce n'est pas seulement émarger, c'est être marqué littérairement plus classique ou plus réaliste, plus novateur ou plus traditionnel, plus politique ou plus mondain. L'éditeur est comptable non seulement de droit mais aussi de réputation. Martin 1985/140. En 1883, Verlaine publie ses premiers articles consacrés à Rimbaud, Corbière et Mallarmé dans la revue Lutèce. Cet organe de presse qui succède à la Nouvelle Rive Gauche accueille bien volontiers la polémique. En 1896, son ancien directeur, Léo Treznik, se félicitera d'ailleurs d'avoir publié Les Poètes maudits dans ses pages. Car en ce temps-là, les quotidiens étaient fermés, je ne dirais pas, et encore pourrais-je le dire à tout article audacieux, mais bien à quiconque ne pouvait mettre au-dessous de sa prose une signature avérée. Aussi, Lutèce a-t-il rendu quelques services aux poètes de race comme Verlaine et Moréas, comme Vielle-et-Griffin et de Régnier et tutti quanti. C'est que Lutèce était peut-être en ce temps-là le seul endroit où l'on put en toute liberté dire ce que l'on pensait de celui-ci et de celui-là, des camarades comme des pontifes. Et le seul endroit où l'on peut rire de tout, des choses et des gens, des œuvres et des hommes. Treznik 1896/26. Une plaquette est ensuite publiée en 1884 sous les presses de Léon Vanier. Or la réputation de ce bibliopole est également associée à la culture rive gauche. Lorsqu'il parle de son éditeur, Verlaine l'oppose à Alphonse Lemaire qui l'accuse en filigrane de frilosité et de conformisme.
Jamais le Parnasse contemporain, de pourtant orageuse mémoire, n'avait soulevé pareil combat de plumes. Il faudrait remonter jusqu'aux luttes du romantisme pour trouver de dignes analogues à ces élos, à ces Moscova de lettres. Verlaine 1972/806. Dans le numéro 156 de la revue Lutèce, paru en janvier 1885, est ensuite annoncée la seconde série, consacrée à Marceline Desbordes de Valmore, Villiers de l'Isle-Adam et Pauvre Léliane II. Cependant, le début de l'étude sur Marceline Desbordes de Valmore ne paraît que dans le numéro 176 et la publication est aussitôt interrompue. Elle reprend partiellement dans le numéro 2 de la revue La Vogue, mais les pages consacrées à Villiers ne paraîtront jamais en revue. C'est finalement vers Léon Vanier que Verlaine se tourne à nouveau en 1888 pour publier intégralement les 2 séries des poètes maudits. En s'assurant que les noms de ses éditeurs figurent au seuil de ses articles, Verlaine profite de leur réputation subversive. Mais il apparaît rapidement qu'il ne se contente pas de spéculer sur ce potentiel promotionnel. Il aborde plutôt les logiques de la critique littéraire de manière réflexive. Si, à partir de la Restauration, l'éditeur impose en général ses conditions aux libraires et aux auteurs, Verlaine va affirmer certains de ses choix pour mieux assurer le succès de son entreprise et se démarquer de ce qu'il nomme la contre-réclame, la publicité incompétente et banale. Verlaine 1972/658, 663, 679. La question se pose alors de savoir quels sont les ressorts de ce discours publicitaire compétent. Il apparaît d'abord que Verlaine articule les médiations de la biographie et de l'iconographie au paradigme de la marginalité octoriale pour assurer l'efficacité de sa promotion bohème. D'autre part, il se propose de jouer avec les médiations exégétiques et citationnelles afin d'inscrire une exigence éthique au cœur de sa démarche publicitaire. Les topiques du malheur octorial au service d'une promotion bohème. La médiation biographique. On sait que sans restreindre sa démarche critique à ce seul genre, Sainte-Beuve a donné ses lettres de noblesse, mais aussi ses lettres d'académisme, au genre du portrait d'auteur dans les années 1830. Pour apprécier une œuvre, il convient selon lui de cerner l'homme qui l'a créée. Or, lorsque Verlaine aborde ce passage désormais obligé de la notice biographique, c'est moins pour prétendre à la précision et à l'exhaustivité que pour participer à l'élaboration de figures d'auteurs topiques. Il articule en effet ses notes à un paradigme dont l'efficacité a été largement prouvée, et qui consiste à fonder la légitimité d'un auteur sur l'expression de sa marginalité. Bien loin d'aborder cet exercice de manière naïve, comme on le considère parfois, il se montre tout à fait conscient de la part de fiction qui préside à l'élaboration des scénographies octoriales, Goulmot 1992/80. Il sait qu'il ne suffit pas pour un auteur de vivre sa souffrance, il faut aussi savoir la montrer et surtout la dire à travers des formes rhétoriquement rentables, Brissette 2005/18. Héritier de la démarche rousseauiste, les auteurs romantiques ont constitué un arsenal métaphorique empruntant à une longue tradition hagiographique fondée sur les thèmes de la mélancolie, de la pauvreté et la persécution. Tout en condamnant ce que cette pose peut comprendre de larmoyant, les poètes de la seconde moitié du siècle en reprennent les grandes lignes pour mieux associer la malédiction à une éthique d'opposition au système social et littéraire dominant. Comme le note Pascal Brissette, les figures se succèdent, le vocabulaire se modifie, mais les connexions, les représentations, les topiques, les concepts auxquels ces termes sont associés se perpétuent au fil du siècle, et suivent les règles du disciple inhérentes à ce que Marc Angenot a appelé le discours social. Brissette 2001/396. Lorsque Verlaine évoque la vie des poètes maudits, c'est clairement pour jouer à son tour ce jeu stratégique, et inscrire leur parcours dans le cadre culturel de la malédiction littéraire. En témoigne notamment sa manière de situer les poètes, dans une sorte de généalogie maudite. Il rapproche ainsi Corbière de Villon et Piron, qui sont des figures archétypales de la marginalité. Ces comparaisons sont parfois assez audacieuses. Il assimile par exemple Marceline Desbordes de Valmore à Sappho et Marie-Thérèse, qui n'ont en commun que leur destin tragique, l'une étant associée à l'homosexualité féminine, l'autre au catholicisme. Assumant cependant le caractère topique de son discours, il va jusqu'à comparer certains de ses auteurs à des personnages littéraires emblématiques de l'imaginaire bohème. Mallarmé se trouve placé sur le même plan que Stello,
ce personnage que Vigny élabore pour étayer sa réflexion sur la marginalité sociale du poète. N'est-il pas vrai qu'Enunc et semper et in secula, le poète sincère se voit, se sent, se sait maudit par le régime de chaque intérêt, Ostello ? Verlaine 1972 sur 664. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.